Alors, bonjour à tous. On va se retrouver normalement toutes les semaines pour 1 heure et demie, 2 heures de séminaire pour ce deuxième semestre. Et nous avons ce semestre, ce séminaire reprend une deuxième partie. C'est une deuxième partie d'une première partie qui a déjà eu lieu l'année dernière et qui a été enregistrée. Ce qui fait que si vous m'envoyez vos mails, je vous enverrai aussi l'enregistrement. Il y a quand même pas mal de séances, hein. Il y en a peut-être 12 ou 13, je ne sais plus, séances où nous avons donc, alors évidemment, ce séminaire commence avec un acquis, ce qui est supposé acquis, mais je vais tout de même faire un petit résumé de ce qu'il faut savoir pour aborder cette question de l'être au Moyen Âge, mais qui est une question qui, à vrai dire, est intemporelle, qui est abordée au Moyen Âge avec dans l'héritage de toute la philosophie antique, en particulier donc Platon, Aristote et Plotin. Car nous le verrons, au Moyen Âge, le Moyen Âge est une rencontre entre l'aristotélisme médiéval et le néoplatonisme. Un néoplatonisme et un aristotélisme qui nous parviennent d'ailleurs à travers les philosophes musulmans, dont les plus illustres représentants sont Avicenne et Averroès, voilà, et qui ont vraiment posé, enrichi la question de l'être telle qu'elle se posait avec Aristote et déjà chez les présocratiques. Et chez les présocratiques, il faut tout de suite évoquer le questionnement des premiers présocratiques, à savoir les premiers, vous savez, donc Thalès, Anaximandre, qui se posaient la question de savoir comment émettre une proposition un jugement qui puisse être un savoir, une connaissance, un sujet, un verbe, un prédicat. Or, le premier constat des présocratiques est que tout change, tout évolue, tout se transforme. Et la question qu'il se pose d'emblée est de savoir comment le monde multiple et changeant peut se justifier. Platon, dans son Thé et Tête, posera la question de la manière la plus aiguë en disant si tout change toujours, rien n'est jamais. Je ne pourrais même pas émettre un jugement et dire Socrate est un homme, ou cet homme est Socrate, le temps de dire que Socrate a cessé d'être Socrate. Et Héraclite, lui, ira très loin dans ce questionnement, puisqu'il constatera que si tout change, ce qui est chaud va devenir non chaud. Hein. Et donc, le passage du chaud au non chaud, c'est le passage du chaud au froid. Hein. Donc, il y a, pour que le froid soit froid, il faut que le froid soit du non chaud. Il y a donc une lutte ici de contraire. Vous savez que Héraclite, donc, est le philosophe du devenir conçu comme conflit des contraires, le polémos, la guerre, est le père de toute chose. Puisque, en effet, le froid, pour être froid, doit être du non chaud. Double négation, négation de la négation. Et vous savez, cette pensée d'Héraclite va rester, va traverser l'histoire de la pensée, puisque nous la retrouvons de manière très aiguë, par exemple, chez un maître Eckhart, qui a développé la notion d'unité comme negationis, la négation de la négation. Et donc, comment se fait-il, n'est-ce pas, que cette guerre de contraires est la seule qui puisse m'expliquer finalement l'unité de la multiplicité. Et ce qui va
faire de Héraclite le philosophe du logos, c'est que le logos, pour lui, sera le feu. Ouais. Le feu qui, au moment où il allait s'éteindre, se rallume et embrase toute chose. Ouais. Et ainsi, vous voyez, les contraires sont le passage d'un contraire à l'autre dans cette guerre, dans ce polémos, et ce qui permet d'expliquer l'unité de la multiplicité. Donc le problème, c'est le problème de l'un, le problème de l'unité qui se pose d'emblée à l'intelligence, à son éveil, à l'âge présocratique. Donc, Héraclite, philosophe du logos, est comme tous les présocratiques, et Nietzsche y insistera, un philosophe de l'un. Les présocratiques sont des philosophes soucieux de l'unité. Et nous savons que l'unité pour Thalès de Milet sera le feu, pardon, ce sera l'eau. Et là, excusez-moi, donc l'eau, c'est ce qui permet de comprendre le changement, puisque l'eau peut paraître sous la forme solide, liquide, vaporeuse, bref, Anaximène dira mais non, mon cher Thalès, l'air, c'est beaucoup plus subtil que l'eau. C'est l'air qui se retrouve plus facilement partout. Et donc, il dira que l'élément commun qui fait l'unité de toute chose, ce sera l'air. Et puis, Héraclite dira, c'est le feu. Et il est bon de rappeler, n'est-ce pas, la problématique des présocratiques, puisque, voyez-vous, donc on va découvrir les 4 éléments comme ce qui va constituer l'unité du cosmos, la physis comme cosmos, la nature comme harmonie, comme ordre. Cosmos, ça, c'est le contraire du chaos, du désordre. Et donc cette harmonie, cette unité, cet équilibre repose sur un élément commun à toute chose. Ouais. Et cet élément était encore matériel pour les présocratiques. Et nous savons qu'Aristote va reprocher aux présocratiques d'avoir réduit ce qui fait l'unité de toute chose à une cause matérielle et d'avoir expliqué matériellement la matière. Mais Aristote envisage cela de son point de vue, je n'y assisterai pas ici, mais je veux simplement mettre l'accent sur le fait que cette unité suppose donc un mélange de toutes choses qui ne soit pas un chaos, mais un cosmos. Et à son tour, Anaxagore, c'est lui qui va s'élever au-dessus de la matière pour expliquer que ce mélange, ce migma de tous les éléments constitutifs de la physis, c'est aussi le nous. Donc un logos qui est un nous. Cette fois-ci, ce n'est plus un élément matériel, l'eau, la terre, le feu, l'air. C'est le nous. C'est l'intellect, c'est l'esprit. Et nous savons que Socrate fera un reproche à Anaxagore, reprochera à Anaxagore d'avoir découvert le nous et de continuer d'expliquer matériellement le monde, c'est-à-dire de recourir aux homéomères, c'est-à-dire ces atomes, n'est-ce pas, qui sont semblables entre eux et qui se mélangent pour constituer une forme, une unité. Mais là, nous sommes allés trop loin en allant jusqu'à Anaxagore. Nous étions passés de Thalès, des premiers philosophes milésiens. Il faut citer donc Thalès je vais le citer, bon, peu importe. Et je dois citer aussi Anaximandre. Anaximandre, lui, c'est le premier à parler de commencement, d'arché. Parce qu'il va dire que tout ce qui est, n'est-ce pas, est déterminé. Et pour être déterminé, il faut qu'il y ait au commencement de toute détermination un indéterminé.
un indéterminé. Ouais. Et donc, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que vous savez que Heidegger a beaucoup travaillé sur Anaximandre et mis en relief cette idée d'arché, de commencement, comme indétermination pure, qu'on va retrouver dans la notion d'unité, dans la notion de l'un des néo-platoniciens. Bon, j'anticipe, ici je rassemble quelques éléments, n'est-ce pas, qu'il faut connaître historiquement pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le vif du sujet, mais vous verrez que c'est très important, parce que de même que je vous ai dit que Héraclite est le premier vraiment présocratique à s'élever au niveau du logos en montrant que le devenir s'unifie sous l'effet d'une guerre, d'un polémos où les contraires, n'est-ce pas, s'attirent en se repoussant, s'attirant, et où l'image de cet attrait, de ce repoussement, de ce repoussoir, ouais, c'est l'image, c'est le feu qui désigne le mieux ce rapprochement, cet éloignement, hein, parce que le feu est à la fois, n'est-ce pas, ce qui, au moment où il va s'éteindre, n'est-ce pas, quand la braise elle s'éteindre, elle se rallume. Ouais. Et donc c'est un feu éternel, un logos. Ouais. Et tout est toujours en devenir. Ouais. Car il y a chez les présocratiques et chez les Grecs il manque cette conception qu'on va retrouver chez les médiévaux, aussi bien juifs, musulmans que chrétiens, qu'est la notion de creatio ex nihilo, la création à partir de rien. C'est ça. Donc là, une nouvelle donne, rien avec le Moyen-Âge. C'est pourquoi il est bon de bien se situer d'emblée. Et donc, j'ai cité parce que Parménide dira, et alors là, nous avancerons encore, nous irons encore plus loin avec Parménide, qui est le père de la philosophie. Et vous savez que Platon sera gêné de devoir critiquer Parménide et parlera du parricide, hein, parce que Parménide, c'était le père de la philosophie. Oui. Pourquoi? Parce que Parménide va dire à Héraclite, c'est bien gentil, n'est-ce pas, ce chaud, n'est-ce pas, qui cesse d'être chaud et qui devient son contraire, et dont le contraire doit être la négation de son contraire pour s'affirmer. Donc on passe du chaud au froid, du chaud au non chaud, du chaud au non chaud. Mais Parménide va lui découvrir l'être et l'unité de l'être, et même l'être comme unité. Et il va dire, mon frère, mais l'être n'est pas la négation du non-être. Car l'être n'est pas précédé par le non-être. Il ne peut pas être précédé par le non-être. Donc, l'être n'est pas la négation du non-être. L'être est premier. L'être est donc immuable, éternel, et vous connaissez le poème de Parménide. Et donc, la notion d'être et d'unité va prendre chez Parménide, et dans son magnifique poème, un statut de fondateur, pour la philosophie. Voyez, et c'est Platon qui va hériter de cette pensée profonde de Parménide, qui va dresser face à Héraclite. Et Platon, nous le savons, commet son parricide. Pourquoi? Parce que Parménide dira que le non-être n'est pas. Seul l'être est. L'être est, le non-être n'est pas. La preuve, c'est que l'être est éternel, immuable, nécessairement, il n'est précédé par rien. L'être ne peut pas être précédé par le non-être. Et donc, il n'est pas comme le chaud d'Héraclite, ne vient pas le froid n'est pas du non-non-chaud. Donc, l'être n'est pas du non-non-être. L'être est. Le non-être n'est pas. Ça, c'est bon. Alors, donc, je vous renvoie. Là, vous savez, c'est une petite introduction que nous faisons ici pour nous échauffer un peu. Hein. C'est une mise en jambe avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est important de rappeler tout cela. Alors, je vous renvoie quand même pour les présocratiques et le Parménide, le commentaire que j'ai enregistré. Hein, je vous enverrai ça sur les présocratiques et j'ai fait un commentaire du poème
le Parménide, qui reprend un peu tout ce que je dis ici d'une manière assez évidemment succincte. Mais Platon, donc, va dire, non, mon cher, le non-être est. Mais évidemment, le non-être, c'est pas le contraire de l'être. Pour Platon, c'est dans le sophiste de Platon, vous avez étudié Platon, et donc les deux grands dialogues de Platon qu'il faut connaître et qui sont vraiment des dialogues fondateurs de la philosophie, sont le sophiste et le Parménide. Dans le sophiste, Platon va dire que le non-être, ce n'est pas la négation de l'être. Le non-être, c'est tout simplement de l'autre. C'est-à-dire que le non-être, c'est le non, le fait que tel étant n'est pas tel autre. Donc, chaque étant est la négation d'un autre étant. C'est ce qu'est une chose, c'est ce qu'elle n'est pas. Bon, je passe là-dessus parce qu'on ne peut pas étudier cela pour le moment dans le détail, mais je veux tout simplement vous situer le problème. Et donc, Platon va expliquer la multiplicité par la participation de tout ce monde du devenir, qui était le monde des présocratiques, le monde matériel, comme une participation au monde réellement réel, ontos on, qu'est le monde intelligible des idées. C'est-à-dire donc que ce qui est dans le monde sensible, divers, changeant, en devenir, n'est que de l'ombre et une dégradation de ce qui est de manière parfaite, paradigmatique, immuable et éternelle dans le monde intelligible. Ainsi, l'idée d'homme me permet de dire Socrate est un homme parce que Socrate participe à l'idée d'homme. Mais cette participation est une dégradation. Enfin, vous vous souvenez du mythe de la caverne, de l'allégorie de la caverne. Et donc, le monde multiple est un monde de dégradation. C'est une chute dans la multiplicité. Et ce qui permet de comprendre l'unité de cette multiplicité, c'est la participation de ce qui est en devenir à ce qui ne devient pas. Et que, par exemple, Socrate est un homme parce qu'il participe à l'idée d'homme. Mais, et vous savez que c'est le reproche que fera Aristote à Platon, et qui sera donc fondateur aussi, et puis après là, on aura vraiment toute la problématique, c'est que, évidemment, Aristote dira, mon cher Platon, ce qui est réellement réel, c'est Socrate, l'individu. C'est lui qui va mourir, c'est pas l'idée d'homme. Bon, mais j'anticipe. Platon dit ceci, je peux dire Socrate est un homme parce que Socrate participe à l'idée d'homme. Mais maintenant, tiens, je vais dire, cet homme, Socrate, est grand. Ah, mais tiens, je vais me trouver devant deux idées. Il faut que l'idée d'homme participe maintenant à l'idée de grandeur. Mais pour que l'idée d'homme participe à l'idée de grandeur, il faut qu'elles s'unissent l'une à l'autre. Pour que je dise, cet homme, Socrate, est grand. Je fais un jugement. Le savoir est donc fondé. Or, il se trouve que pour que l'idée d'homme participe à l'idée de grandeur, ces deux idées, pour s'unir, doivent participer à leur tour à l'idée d'unité. Donc, au sommet du système du savoir, nous avons l'idée d'un. Et l'un, c'est ce qui me permet de fonder le savoir, c'est-à-dire le jugement, l'attribution du sujet d'un prédicat. Arrivé à ce sommet, Platon, si j'ose dire, attrape le vertige quand il se rend compte que si je suis dans le monde réellement réel, il faut que ce monde participe à l'idée d'être, pour dire que l'un est, que l'idée d'homme est, que l'idée de grandeur est, que l'idée d'un est. D'accord pour l'idée d'homme, pour l'idée de grandeur.
Mais tiens, mais maintenant, l'idée d'un, l'unité, c'est l'indivisibilité, c'est l'imparticipabilité. Pourquoi? Parce que si je dis de l'un qu'il est, ça en est fini de l'unité pure et nue de l'un. L'un n'est plus un. Voilà la grande tragédie de Platon, et voilà le fondement de toute l'histoire de la philosophie. Tout le néoplatonisme, voyez-vous, et de l'aristotélisme, nous allons voir ça. Donc, l'un, n'est-ce pas, n'est pas. C'est tout le système Platon qui s'effondre. Si l'un est, il n'est plus un. Donc il faut que l'un ne soit pas. Donc l'un est au-delà de l'être. Epekainates ousias. Donc l'un doit être au-delà de l'être. Il ne peut pas participer. Et vous avez cette magnifique deuxième partie qu'il faut absolument connaître, étudier, voyez-vous, il faut que vous passiez par là si vraiment vous voulez faire de la métaphysique, je dirais même de la philosophie tout court, parce que il faut absolument lire le sophiste, évidemment, mais aussi le Parménide. Et je vous renvoie pour le commentaire vraiment très pieux pour nous, je vous renvoie à Jean Val, Jean Val, V-A-H-L, qui a publié donc et qui a fait une étude du Parménide, qui est très instructive. Je vous donnerai d'autres indications bibliographiques. En tout cas, c'est pour vous encourager, n'est-ce pas, absolument à lire le Parménide de Platon. Et donc, comme vous le voyez, donc dans sa deuxième partie, dans ce Parménide, il ne faut pas oublier que Platon, le grand Platon, se remet en question. Platon se remet en question. Il remet en question sa grande théorie qu'il a élaboré à grands frais, la théorie de la participation. C'est ça, ce qui élève Platon au-delà des présocratiques. Et alors, il remet en question, il se remet en question. C'est le grand Platon à la fin de sa vie. Ma théorie ne fonctionne pas, quoi. C'est atroce. Donc, si l'un est, l'un n'est plus un. Donc l'un doit être au-delà de l'être, et donc je ne suis plus dans quel monde ontos on, réellement réel, suis-je? Quel est le statut du réellement réel? Si l'un pour être un doit ne pas être. C'est extraordinaire. Ouais. Et donc, vous le savez, Platon va faire donc 9 hypothèses. Si l'un est, quelles sont les conséquences? Si l'un n'est pas, quelles sont les conséquences pour l'un, pour l'être, etc. Donc ça, c'est toute l'étude du Parménide. Pour le moment, nous sommes dans l'introduction, et tout ça, ce sont des indications. Mais vous le savez, donc Plotin, beaucoup plus tard, reprendra ces hypothèses de Platon dans le Parménide, où il parle de l'un qui n'est pas, de l'un qui est, et de l'un qui est et qui n'est pas. Bon. Et donc, Plotin, lui, va transformer ces hypothèses encore statiques de Platon. Si l'un est, il n'est plus un. Si l'un est un, il n'est pas. Hypothèse donc statique. Plotin, coup de génie aussi, va transformer ces hypothèses en hypostases. C'est-à-dire les hypostases, donc c'est-à-dire qu'il va dynamiser ces hypothèses. C'est cet un statique au-delà de l'être qui n'est pas. Pour Platon, va devenir une unité dynamique pour Plotin. Il faut bien passer par là. Et donc, l'unité de l'un pour Plotin, c'est une unité dynamique en ce sens qu'elle veut s'affirmer, prendre conscience de soi, s'intelliger. Et l'un, donc, pour s'intelliger, se voir, fait un geste, si vous voulez, un mouvement, il se met en acte de s'intelliger, et c'est l'avènement
de l'hypostase du nous. Le nous, hein, vous connaissez tous le grec, le nous, l'esprit, hein, l'intellect, l'esprit. Donc l'un, n'est-ce pas, sort de lui-même pour se voir. Ouais. Et le nous, donc, c'est cette hypostase, ce geste par lequel l'un se voit en face, comme un miroir, et où donc il peut s'affirmer comme un. Et vous savez que ces hypostases chez Plotin sont une énergie qui consiste à poser, après avoir posé l'un, le nous, en dehors de l'un, le nous qui lui-même, l'intellect, qui lui-même va s'intelliger comme intelligent, au sens participe présent, ouais. L'intellect s'intellige intelligent, ouais. Mais il s'intellige en sachant qu'il intellige quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Donc la seule chose qu'il puisse intelliger, c'est l'intellect, c'est lui-même, ouais, c'est le nous. Ouais, donc vous avez l'un, puis le nous, l'intellect. Ouais. Et le nous, en s'intelligeant, va se dégrader en une multiplicité dans l'âme du monde, ouais, et descendre en se solidifiant, en se gelant, si on peut dire, jusque dans la matière, n'est-ce pas, qui s'identifiera au mal. Hein, au mal. Pourquoi? Parce que l'un, c'est le bien. Pourquoi l'un, c'est le bien? Parce qu'il attire tout à lui. Toutes les idées de Platon, n'est-ce pas, se fondent sur l'un. L'un attire tout à lui pour fonder toute chose, pour unifier toute chose. Et donc on a ce mouvement, n'est-ce pas, l'un, le nous, l'âme du monde, puis la matière, qui se solidifie comme étant le mal. Et ce plotinisme va constituer, vous savez, le fil d'or de l'histoire de la pensée humaine, jusqu'à Heidegger. Et vous voyez, j'ouvre une parenthèse ici, voyez-vous, pour que vous sachiez bien l'importance de tout cela, et pour que nous ne faisons pas de la philosophie de l'Antiquité ou du Moyen-Âge par nostalgie de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Nous philosophons de manière intemporelle, parce que nous nous posons les mêmes questions, d'âge en âge. Et le plotinisme, n'est-ce pas, qui envisage cette totalité, n'est-ce pas, comme sortant d'elle-même, sortant d'elle-même, tout ce qui existe, on verra ça, une sortie solidifiante, qui fait que ce sont des hypostases, parce que c'est pour être pratiquement des substances, ça se substantifie, ce nous, ce monde, cette âme, etc., et puis cette matière. Mais alors que chez Plotin, alors donc, je prolonge, nous allons retrouver une figure du plotinisme, mais à son degré vraiment très élevé, dans la pensée musulmane. Les penseurs musulmans, n'est-ce pas, tout en passant par l'aristotélisme, on le verra, sont dans le fond des néoplatoniciens, les philosophes de l'un. Hein, et je vous expliquerai comment ça se passe. Bon. Mais pour le moment, retenons ceci. Avicenne reprend cette idée, n'est-ce pas, de l'un, sous la forme pour lui de l'être nécessaire, et cet intellect, pour lui, va se multiplier. Le monde il n'y aura pas qu'un seul nous, voyez, il n'y aura pas qu'un seul intellect, mais il y aura pour lui 10 intellects qui vont s'intelliger mutuellement, et qui vont s'intelliger l'un l'autre, jusqu'à ce que le dernier intellect, qu'on appelle intellect agent, soit celui d'où sort le monde matériel. Bon, je vous indique cela pour que vous voyez bien la continuité qu'il y a et dans laquelle nous allons nous installer pour comprendre comment se pose la question de l'être, parce que jusqu'à présent, vous noterez que la question de l'être n'est pas encore soulevée. On verra comment elle est soulevée avec Aristote et à travers l'aristotélisme médiéval. Mais je vous disais cela pourquoi? Parce que tout cela va nous aider à comprendre, vous savez, la pensée du XXe siècle. La pensée du XXe siècle, elle commence vraiment avec Husserl, avec la phénoménologie,
qui est une rupture de l'héritage du plotinisme sous sa forme hegelienne. Vous savez que Hegel, c'est le même chemin, n'est-ce pas, la chute et la relevée. Parce que pour Plotin, comme pour Hegel, mais l'un dans le domaine, si l'on veut, plus ontologique, si on veut, pour Hegel dans le domaine de l'esprit, philosophie de l'esprit, philosophie de la nature, bon, pour faire bref. Pour les deux, n'est-ce pas, il y a une sortie et une descente. Hein, l'histoire de l'esprit absolu, c'est l'esprit qui perd son identité, n'est-ce pas, en se connaissant lui-même, il sort de lui-même, l'esprit absolu de Hegel. Hein, et comme le nous, quoi, il sort de lui-même, il se dégrade, il se multiplie, il se démultiplie, etc. Mais il y a un retour. Il y a un retour. Hein, il y a un retour. Alors que, à partir de Husserl, et surtout avec Heidegger, il n'y aura plus de retour. D'abord, Husserl va commencer à dire, mon cher Hegel, c'est fini cette histoire d'identité, n'est-ce pas, du sujet et de l'objet qui s'unifie dans l'esprit absolu, c'est-à-dire dans l'unité. Dans l'unité. Pas oublier, c'est toujours la question de l'un. L'un, c'est l'indivisibilité. L'un, c'est le non divisible. C'est la non-séparation, la non-participabilité. Et donc Husserl va dire, écoute mon cher Hegel, moi, cette histoire d'identité du sujet et d'objet, c'est fini. Je casse cette unité. Hein. Pour moi, désormais, il y a le sujet, c'est-à-dire la conscience, qui est conscience de quelque chose, et l'objet, la chose, qui est toujours ce qui se présente à la conscience. Et donc, tout le problème de Husserl sera donc de développer une épistémologie qui consistera à appréhender la chose qui se présente à la conscience comme un vécu. Et donc, tout ça, c'est la phénoménologie que Husserl va développer. Bon, mais Heidegger, lui, va dire, mon cher Edmund, je te remercie de nous avoir enfin éclairé sur ce rapport entre le sujet et l'objet, vraiment, cette unité d'un esprit absolu, c'est encore une chimère que nous ont imposé les idéalistes. Eh bien, bon, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas la conscience en tant qu'elle est conscience de quelque chose, puisque la conscience, je n'en veux plus. Ce qui m'intéresse, c'est le quelque chose en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle cela se présente. Et alors là, on a un recommencement, un redépart extraordinaire. C'est qu'en effet, il va méditer sur cette présence. Mais cette présence de la chose qui se présente, ce n'est plus la présence permanente de ce qui demeure dans une essence conçue par un intellect, un esprit absolu éternel. Désormais, cette présence n'est plus la présence substantielle d'un être permanent. Non, cette présence qui se présente comme une déchéance, un verfallen, de ce quelque chose qui est sorti de nulle part, qui est donné là, qui est là. Et alors, vous savez, en allemand, es gibt, il y a, en allemand, c'est cela donne. Cela donne. Non, ce qui est donné dans cette présence est donné de rien. Ça ne vient de rien. Ça ne vient que du phénomène de l'être qui se confond avec cette présence qui se présente pour Heidegger. C'est-à-dire, alors là, oui, c'est très intéressant et très profond et en même temps très éclairant pour nous, puisque nous allons réfléchir là-dessus pour dépasser cette problématique. Et donc, ça, cette présence qui se présente de l'être là, du Dasein, c'est une présence éphémère, quoi. Et jusqu'à présent, l'homme a voulu fuir sa condition mortelle, éphémère, et chercher un refuge dans une présence immortelle, éternelle, permanente. Il y a un peu du divertissement pascalien aussi là-dedans. Enfin bon,
dans un autre état d'esprit, parce que pour lui, le Dasein, n'est-ce pas, c'est l'être là qui expérimente, n'est-ce pas, qui se trouve là, qui se trouve là, sorti on ne sait d'où, vous voyez, et assuré de disparaître, quoi. Ouais, parce que il est là le temps d'être là et de disparaître, quoi. Ouais. Il apparaît le temps de disparaître. Il n'y a plus de présence permanente. C'est pourquoi l'essence du Dasein, dira Heidegger. Le Wesen, c'est pas l'essence. Wesen, c'est ce qui rend présent, qu'on traduit par essence. Le Wesen des Seins ist Existence. Ce qui rend présent, l'essence du Dasein qui consiste à se présenter, à être là, c'est l'existence. Ouais. Mais c'est quoi l'existence? Il faut en revenir au sens étymologique du mot. Ex, sistere, se situer en dehors d'eux. Ouais. C'est une extériorisation qui vient d'ailleurs, se trouve là, venant d'ailleurs, projetée, provenant d'où. Ouais. Et donc, la phénoménologie, l'ontologie phénoménologique, si on veut, de l'ontologie fondamentale que Heidegger va dépasser aussi dans un deuxième temps, c'est le fait que l'être, le phénomène d'être, c'est le fait de se présenter de lui-même. C'est le phénoménon, ce qui se présente là, la lumière, la fosse, n'est-ce pas? C'est même plus c'est une clairière, un éclaircissement qui n'est même plus une clairière qui est éclairée par le rayon de la conscience ou de l'intelligence. C'est le Lichtung. Ça s'éclaircit, quoi, comme ça, tiens. C'est comme Mr. Bean qui apparaît, vous savez, là, comme, tiens, Superman, attends, le Terminator, là, vous savez pas vu ça, alors, Terminator, là, on le voit apparaître tout à coup, quoi, vous voyez, dans un rayon de lumière, dans la clairière, n'est-ce pas? Un Lichtung, où apparaît tout à coup quelqu'un qui vient de nulle part, quoi. Vous voyez, c'est es gibt, il y a, cela, là, c'est impersonnel, donne, gibt, geben. Donc l'essence du Dasein est d'exister, de sortir de soi, de sortir de quelque chose, de provenir on ne sait d'où. Mais en tout cas, c'est un surgissement, un surgissement, un événement, et incompréhensible, parce que, et c'est ça la limite de Heidegger, et nous le verrons, l'être, l'existence, pour Heidegger, est sans essence. On verra ça. L'être et l'essence, chez lui, il n'y a pas d'essence. L'être existe, donné là, d'une manière incompréhensible et absurde. Ça surgit. Et donc, c'est ce surgissement, cet événement, sans commencement ni fin, pour ainsi dire, qui va à l'encontre de ce plotinisme où on abordait encore un retour. Il y avait l'espoir d'un retour. Eh bien non, là, il y avait l'espoir d'une identité retrouvée, l'identité chez Hegel, n'est-ce pas, du sujet avec lui-même. Là, il n'y a plus d'identité possible. L'identité n'est plus un résultat. D'ailleurs, c'était un résultat, et c'était bien l'erreur de Hegel d'avoir fait de l'identité un résultat, c'est-à-dire le terme d'un retour sur soi. On verra ça chez aussi, par exemple, Nicolas de Cuse. Et donc, il n'y a plus de retour sur soi. Il y a une déchéance, un verfallen, une chute, un se trouver là, qui va bientôt disparaître. Je reprenais l'image de Lessing dans un autre contexte que je vais utiliser d'ailleurs tout à l'heure dans ma conférence sur Saint Thomas et le philosophe de l'être, justement. Il se trouve là comme le taureau au milieu de l'arène, surgit de l'ombre du tauril, et se trouvant là pour la mort. Le Dasein est un être pour la mort. Un surgissement, un événement qui est un évanouissement. Un apparaître qui est un disparaître, dans une simultanéité des contraires. Il y a ici, c'est pourquoi Nicolas de Cuse, vous savez, l'intéresse aujourd'hui, parce que c'est le théoricien de la coïncidence des contraires. Voilà. La coincidentia oppositorum. Parce qu'en effet, ce qui apparaît disparaît en même temps. Ce qui surgit
s'évanouit au moment où ça surgit. Ouais, c'est là comme ce Terminator, n'est-ce pas, dans sa clairière, dans son Lichtung, dans ce jet de lumière. Ça signifie que l'existence n'est qu'une projection, ouais, un jet, hein, une jectité, pour parler dans le langage impossible de Heidegger aussi, qui est obligé d'inventer un langage, Heidegger. On verra pourquoi. Et donc, vous voyez la différence qu'il y a ici. Alors, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus d'unité possible. Mais s'il n'y a plus d'unité possible, et Platon l'avait déjà vu, les présocratiques l'avaient déjà vu, le monde multiple n'est plus qu'un chaos inintelligible. Ouais. Et c'est pourquoi l'existence, pour Heidegger, est absurde et elle est vécue dans l'angoisse. C'est l'angoisse qui me révèle le néant. Ouais. Ce qui est le néant de l'étang, hein, le Dasein, se révèle lui-même comme il est, comme quelque chose qui est, mais surgit du néant, accompagné de néant. Enfin, c'est ce qui fait que la question fondamentale, et que Heidegger aussi va reposer en reprenant la formule de Leibniz, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, hein, hein. Mais attention, cette formule peut avoir deux sens. Soit le sens de l'émerveillement du fait qu'il y ait quelque chose. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Il faut se poser cette question pour être philosophe. Il ne faut pas se demander combien ça coûte, combien ça pèse, combien ça mesure. Vous voyez? Malheureusement, l'esprit aujourd'hui raplapla du pragmatisme matérialiste ambiant. Ne se pose pas la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien. Eh bien, le sens positif, donc, c'est de s'émerveiller, c'est le Thomas Sein, n'est-ce pas, au commencement de la philosophie, l'étonnement, l'émerveillement, pour Platon comme pour Aristote, le fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien. Mais cette interrogation peut prendre aussi un tour négatif, à savoir comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien. Et on retrouve, en se posant cette question, pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien, la philosophie de l'un qui est au-delà de l'être, de l'un qui n'est pas. Comment se fait-il si l'un n'est pas, que justement, il continue de ne pas être rien. Vous voyez ce que je veux dire un peu c'est extraordinaire de pouvoir ouais, c'est ça, c'est vraiment le ressort d'une interrogation métaphysique qui nous fait passer déjà du premier au dernier étage d'un immeuble, d'un gratte-ciel, quoi. Enfin, on va gratter le ciel avec ça, quoi. Et donc, il faut s'élever face à cet étonnement, à cet émerveillement, à ce questionnement. Et donc, comme vous le voyez, le XXe siècle, il n'y a pas une grande nouveauté, finalement, par rapport au questionnement intemporel, n'est-ce pas, sur la question de l'être, on le verra. Pourquoi donc tout cela se noue au Moyen-Âge? Parce qu'on va trouver finalement 4 positions. On va découvrir avec Platon, et on sait que Heidegger va reprocher à Platon d'avoir posé l'idée comme une essence éternelle, paradigmatique, universelle, pour expliquer ce qu'est les temps. Hein, et où l'essence, donc, parlons de l'essence, n'est-ce pas, pour l'aidos, prenons l'essence en un sens large que je reprendrai, l'essence, ce qui est donc définissable, compréhensible pour l'intellect. Ouais. L'essence chez Platon se confond avec l'être. C'est l'essence qui est. Ouais, c'est l'être, c'est l'essence. C'est l'aidos, quoi, l'idée, quoi. Le monde intelligible, réellement réel, c'est ça. Quoi. Il n'y a que de l'essence, au sens où l'essence, c'est l'être. Ensuite, la modernité, et je passe au-dessus du Moyen-Âge, pourquoi? Pour y revenir tout à l'heure. Non, d'abord, donc pour Platon, donc c'est l'aidos, l'essence, n'est-ce pas, qui est. Et nous savons, Aristote corrige tout de suite
Platon, et vous savez que Whitehead, hein, on cite pour cela souvent, disait que l'histoire de la philosophie n'est que un commentaire des notes en bas de page des œuvres de Platon et d'Aristote. Ils ont tout dit. C'est pourquoi il faut étudier Platon et Aristote. Et donc Aristote va dire non, l'aidos, n'existe pas dans ton monde intelligible. Là. Le réellement réel, c'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. C'est dans le monde réel, sensible, et où donc l'aidos, c'est la morphée, la forme. Une forme qui est liée à la matière. Elle n'est pas, la forme n'existe pas indépendamment de la matière étant ce qui permet de déterminer une substance. Ouais. Lucia, ouais. Lucia, c'est ce qui est, l'étant. Lucia, c'est le participe présent du verbe ainai, et être. Ouais. C'est de l'étant. Ouais. La substance, c'est l'étant, mais l'étant est composé de matière et de forme, de telle manière que ce qui est réellement réel, ce n'est pas la forme uniquement, l'aidos de Platon, mais c'est la forme liée à la matière dans un individu. Parce que c'est la matière qui individualise l'essence qui est... ouais. Donc ici, c'est un premier passage extrêmement important, ouais, qu'on va retrouver dans l'aristotélisme médiéval, qui va s'enrichir de l'analyse du rapport entre l'être et l'essence des temps. C'est-à-dire que l'étant, donc ce qui est, ce n'est pas l'essence en tant que ce qui est. Il n'y a pas ce qui est uniquement. Il y a l'être de ce qui est. Et on verra, par exemple, puisque tout à l'heure on va parler de saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin dans une opuscule extrêmement important, donc au XIIIe siècle, le De ante essentia, l'être et l'essence, mais dit, on peut concevoir une essence sans l'être. La preuve, par exemple, tiens, je peux vous définir la chimère, tiens, une chimère, une licorne, tiens, un phénix. Je peux vous définir une essence, je peux dire ce que c'est. Je peux dire ce que c'est qu'un phénix, je vous le définis. Hein, voilà, vous pouvez dire ce que c'est, voilà. Mais le phénix n'existe pas. Hein, et donc, il fait une distinction entre l'aidos, la morphée, l'essence et l'être. L'être est un acte fondateur, hein, qui de l'intérieur de l'étang apporte à la substance sa présence réelle, au sens où, disons, l'étang n'est pas seulement composé de matière et de forme, comme chez Aristote, et c'est là au Moyen-Âge, on va ajouter qu'il y a un étage supérieur à l'étage matière-forme, qui constitue la substance, l'ousia, l'étang. Il y a l'étage de l'essence et de l'être, hein, l'être et l'essence. Hein. Et donc, au Moyen-Âge, on va développer, et surtout Thomas d'Aquin, et on verra comment ça va s'évoluer, la notion d'un étant réellement réel, qui n'est réellement réel que s'il est composé d'être et d'essence. Hein. Son acte d'être. L'être est un acte. Heidegger va aussi parler du Sein comme un acte. On verra. Pas de sens. Donc l'acte d'être, c'est l'actus essendi. C'est que l'étant, Socrate, c'est pas uniquement l'homme en général, l'humanité en général. Ce n'est pas seulement Socrate qui pèse tant, qui mesure tant, mais c'est aussi un acte d'être. Et donc, c'est cette méditation qui va cette constitution, cette composition d'être et d'essence. Alors, c'est ici que les choses vont se compliquer au Moyen-Âge. On est arrivé ici à un sommet, on est passé, vous savez, par Avicenne, Averroès, Denis l'Aréopagite, encore plus bas, c'est un sommet de l'intelligence. Le Moyen-Âge obscur, n'est obscur que dans l'esprit de ceux qui ont considéré que le Moyen-Âge était obscur. C'est une fadaise. Puis surtout, c'est idéologique, dans le fond.
Donc, le Moyen-Âge, d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui on revient au Moyen-Âge, et on revient au Moyen-Âge en plus grâce à Heidegger aussi, parce qu'il a compris, le gars, que, n'est-ce pas, bon. Mais enfin, vous savez, tout ça, c'est de la petite guéguerre au XVIIIe siècle, les XVIIIemistes, vous savez, c'est le rationalisme, bon, c'était tout ça sur le contexte politico-religieux ou théologico-politique, bref. Bon, tout cela est passé, maintenant, on revient aux choses sérieuses. C'est-à-dire que cette composition réaliste, cette composition réelle d'actes, d'être et d'essence constitue l'étant, c'est-à-dire l'être individuel. Enfin, Socrate, seul existe, disait déjà Aristote contre Platon, l'individu. Seul existe l'individu. C'est acquis. Ça va être acquis pour tout le. Et cette composition réaliste va faire problème tout de suite au lendemain de la mort de son concepteur, Thomas d'Aquin, dans la personne de Duns Scott, qui va être suivi par Occam. Alors, si vous voulez, moi j'aime bien m'amuser avec ça. On va ici assister à la confrontation de l'esprit méditerranéen vivant, le grec, quoi, avec l'esprit pragmatique, empirique, plat, anglo-saxon. Cette langue sans âme, comme disait quelqu'un. Enfin bon, je taquine souvent, mais parce que la langue anglaise, que voulez-vous, bon, ça fait moins sérieux, quoi, en métaphysique. Bon, enfin, plaisantons un peu. Alors donc, le Duns Scott, n'est-ce pas, cet anglo-saxon, c'est écossais en plus. Bon. Et donc, lui va nier, justement. Alors là, on est arrivé à un sommet en disant, tiens, après Platon, Aristote, Plotin même, le néoplatonisme, Avicenne, Averroès, on était arrivé à un sommet de composition, de constitution de l'étant comme étant un être intelligible, parce que il est à la fois et il a une essence, donc il est réel et il a une essence, on peut le définir, il est intelligible. Donc l'étant, on peut le connaître, quoi. Et donc Duns Scott, avec toutes les péripéties, on en parlera historique, aboutit à cette idée que l'essence seule prévaut. C'est l'essence qui est. On retrouve un peu l'idée de Platon, pour laquelle seul l'eidos est, l'essence est. Seulement, à la différence de Platon, pour Duns Scott, l'essence est une production de l'intellect. C'est l'intelligence, l'intellect, l'entendement qui produit la définition de ce qui est, l'essence. Et c'est pourquoi, nous le verrons, puisqu'on va étudier tout cela, là, je vous dis, ce sont les prolégomènes, là, on ne parlera plus de composition réelle, d'être et d'essence dans les temps, on ne parlera même plus d'être au sens riche de l'être de chaque chose qui est, point de vue même analogique, on peut dire que l'être a un sens analogique, au sens où on peut parler de l'être du cosmos, de l'être de Dieu, de l'être de cette créature. On emploie le même mot, mais ce mot a un sens différent. Mais on parle toujours de l'être. Bon, on parlera de ça aussi. Mais pour Duns Scott, l'être a toujours le même sens. Vous voyez déjà, platitude, univoque, univocité, de l'être qui a un sens univoque. Alors là, voyez-vous, celui qui va reprendre tout ça, pour vous dire qu'on est toujours en plein XXe siècle, c'est-à-dire en pleine intemporalité du questionnement philosophique, cette conception de l'univocité de l'être aujourd'hui va être défendue par Deleuze. Gilles Deleuze, conception, reprend cela. C'est le scottisme qui a triomphé. Après Thomas d'Aquin, on oublie le thomisme, on oublie la composition réaliste entre l'être et l'essence pour n'affirmer qu'une essence, qui est une représentation finalement
produite par le cogito ergo sum, l'être, c'est l'être de ce que je pense. C'est plus l'être acte qui compose un état avec son essence. Vous voyez, dans une composition réelle, parce qu'il y a une distinction. L'être n'est pas l'essence n'est pas l'être, mais on ne peut pas concevoir l'être sans l'essence. Même si on peut concevoir une essence sans l'être dans le cadre de la chimère, hein, qu'on a vu. Mais attention, dans l'être réel, pas d'essence sans l'être non plus. Vous voyez, donc l'être et l'essence se distinguent, mais sans se séparer. Ils s'unissent, mais sans se confondre. Ouais, ça, c'est très fort. Ouais, alors maintenant, on va tomber dans l'indistinction et dans la confusion. Vous voyez, entre l'être et l'essence, il n'y a plus de distinction. Il n'y a qu'une essence qui est elle-même production d'elle-même à travers l'œuvre de l'entendement. Et toute la modernité sera étude de philosophie de la connaissance. Comment se produit, n'est-ce pas, la représentation, le concept. Hein, et Deleuze dira, la philosophie, ça consiste à inventer des concepts, à produire des concepts. Ouais, production de concepts. Ouais. Détaché du réel. Détaché du réel. C'est pourquoi on peut concevoir ce que l'on conçoit. N'est-ce pas, voilà ce à quoi la réalité doit correspondre. Hein. Ce n'est pas l'adéquatio intellectus ad rei, ce n'est pas l'adéquation de l'intelligence aux choses, c'est l'adéquation de l'intelligence, hein, et des choses, n'est-ce pas, de telle manière que les choses doivent être assimilées par l'entendement, réduites à l'état de représentation de concept. Voilà. Et donc, si avec Kant, on reconnaîtra la chose en soi, la chose en soi existe. Kant va dire, c'est ça ce qu'il apporte de Kant par rapport à la philosophie moderne, de Descartes et la suite. C'est-à-dire, mais la chose en soi, elle existe, attention. Seulement, je ne la connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'existence et l'essence. Ici, il sépare l'existence et l'essence. Pourquoi? Parce que justement, il distingue en séparant. Ouais, il dit la distinction est une séparation, alors qu'il s'agit d'unir sans confondre, hein, et de distinguer sans séparer. Ouais. Donc la chose en soi se retrouve en dehors de toute intelligibilité, en dehors de toute représentativité, puisque seule la connaissance, c'est la connaissance de l'objet produit par l'entendement. Ouais. Je ne connais pas l'être des choses. Je ne connais que l'objet produit par mon entendement à travers les catégories, a priori, etc. etc. Ouais. L'idéalisme allemand, ouais, je fais vite pour qu'on se situe quand même bien, l'idéalisme, et pour vous montrer que c'est la même problématique, ça, l'idéalisme allemand va dire, non, c'est pas possible qu'il y ait une chose en soi, comme ça, non. Moi, je ne peux connaître que ce que je connais, c'est-à-dire l'objet que je produis moi-même avec mon entendement. Non. Et vous allez comprendre tout de suite, l'idéalisme allemand, c'est la chose en soi qui se connaît elle-même. Voilà, maintenant, la chose en soi, c'est pas moi qui la connais, c'est elle qui se connaît. Et c'est quoi cette chose en soi qui va se connaître elle-même? Dialectiquement, c'est le moi de Fichte, la nature de Schelling et l'esprit absolu de Hegel. L'esprit absolu, c'est la chose en soi qui se connaît, qui se pose. Et s'impose, si l'on veut dire, en s'exposant. Donc on est arrivé à cette fin de l'histoire où n'est-ce pas, l'essence et l'existence s'embrassent, se confondent, et vous avez donc Heidegger qui arrive, hein, en disant, vous avez Husserl, hein, on l'a vu, mais Heidegger qui va dire, non, l'être, la chose en soi, la chose, est là sans essence. Hein. Il n'y a pas d'essence. Il va critiquer la philosophie de la subjectivité moderne, la philosophie de la représentation. Non, tout n'est pas représentation, comme disait Schopenhauer. Non, non, la chose est là, elle existe. Et la phénoménologie va aider Heidegger à dire que ce qui est, c'est ce qui existe à partir de soi-même, n'est-ce pas,
comme advenant, hein, encore une fois, comme ce Terminator, n'est-ce pas, dans la Lichtung, hein, qui apparaît, on ne sait d'où, hein, qui arrive là, voilà, c'est moi, j'arrive, débarque. Quoi. Et c'est pourquoi, disons, vous savez, on va développer l'idée de révélation, de dévoilement, d'aletheia. Hein. L'aletheia, c'est le dévoilement, n'est-ce pas, de ceux qui se manifestent à partir de rien. Quoi, et donc, tout cela, voyez-vous, va conduire à préciser notre problématique de plus en plus et voir comment finalement l'aristotélisme médiéval va nous aider à dépasser ce néoplatonisme lancinant, j'allais dire, persistant. Et parce que cet aristotélisme médiéval va développer la notion de transcendantal, de propriété de l'être, de transcendantal comme une propriété de l'être. Je m'explique. Je viens de parler de la vérité, l'aletheia. Les transcendantaux sont le vrai, le bien, le vrai pour l'intellect, le bien pour la volonté, mais c'est aussi l'un, l'unité. Parce qu'un être est toujours un, parce qu'il est indivisible. Ouais. La réalité est indivisible. Ouais. C'est ça ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle est une. Mais il n'y a pas d'unité en soi. Une unité de rien. L'unité est considérée comme indivisibilité de manière abstraite, a priori. Ça ne mange pas de pain de définir l'unité en tant qu'indivisibilité, parce que c'est ce que c'est que l'unité. C'est l'indivisibilité. Mais dans une philosophie de l'être, cette indivisibilité, cette unité, c'est l'indivisibilité de l'être, hein, de la res, de la résistance de ce qui est, hein, qui résiste à la division, qui résiste voyez, au retrait, et qui donc cette unité comme transcendantale, c'est-à-dire comme propriété de l'être, fait que l'un et l'être convertuntur. C'est l'être qui est un, et l'un c'est l'unité de l'être. L'être et l'un sont convertibles, c'est ce qu'on dit. Et donc l'un n'est plus au-delà de l'être. On dépasse le néoplatonisme. L'un n'est pas au-delà de l'être. L'un et l'être convertuntur. Et c'est pourquoi l'oubli de l'être, et là, de ce point de vue-là, Heidegger a raison de signaler, de pointer l'oubli de l'être. Mais ici, l'oubli de l'être laisse les transcendantaux suspendus dans le vide. L'unité, donc, ce n'est pas l'unité de l'être. Et l'aletheia, c'est le dévoilement de rien. La vérité n'est plus l'adéquation de l'intelligence à la réalité. C'est un dévoilement de l'unité elle-même, de l'un, de ce qui se manifeste de soi, voilà, à partir de soi, voilà, qui se manifeste à partir de soi. C'est ça l'ontologie fondamentale de Heidegger. Donc, nous avons ici, voyez-vous, un problème, enfin, c'est tout le ressort du questionnement métaphysique, c'est le rapport entre l'un et l'être. Et je voulais dire ceci, c'est que nous avons donc 4 orientations possibles. Soit l'essence, l'eidos, et tout l'être. L'essence et tout l'être, Platon. Soit l'essence et l'être se côtoient dans les temps, dans la substance, qui est encore pour Aristote la matière et la forme. La puissance et l'acte aussi, je veux dire. Et on verra ça. L'essence et l'être, puis vous avez l'essence objective, c'est-à-dire une essence qui n'est plus l'essence réelle, l'essence sans l'être, l'essence qui se confond avec l'être et l'essence qui ne se confondent pas, qui se distinguent, puis vous avez l'essence qui n'est pas, sans l'être. Est-ce que vous saisissez ça? Vous avez l'essence qui se confond avec l'être, l'eidos, l'essence et l'être dans les temps, pour Aristote, et puis on verra aussi pour l'aristotélisme médiéval. Donc l'essence et l'être se côtoient dans les temps, dans la substance, dans l'ousia. Puis vous avez l'essence sans l'être, Scott et la modernité. L'essence sans l'être.
Et vous avez ensuite, disons, l'être sans l'essence. Hein? L'essence sans l'être. L'être et l'essence ensemble. L'essence sans l'être, hein, l'essence qui se confond avec l'être. L'essence et l'être. L'essence sans l'être, ne rien savoir de l'être. Puis l'être sans l'essence. L'existence de Heidegger, le Dasein, qui est là absurde. Est-ce que ça vous éclaire ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Ouais, parce que ça nous permet de planter le décor, quoi, hein. Bon, donc comme vous le voyez, nous allons aborder cette question de l'être que Heidegger soulève à nouveau. C'est son mérite aussi, quoi. Il remet en scène une question. Bon, d'accord. Mais ceci dit, nous verrons que la limite de cette pensée de l'être de Heidegger, c'est que justement, il ne peut pas penser l'être puisque l'être est sans essence. Oui, puisque l'être, c'est ce qui se présente, jeté là, se trouvant là en dehors de toute signification possible, dans un monde incompréhensible et absurde, parce que justement, c'est une survenue, un surgissement, un événement qui est en même temps un évanouissement, une disparition. Il y a donc ici une sorte de coïncidence des contraires qu'il s'agit de comprendre, de dépasser finalement, mais qu'on ne veut pas dépasser au XXe siècle, parce que le dépassement de la coïncidence des opposés, des contraires, dans le cadre du plotinisme, c'est un retour à l'un, où l'un, n'est-ce pas, donc il n'y a plus d'opposition. Ça, on verra ça. Celui qui a conduit cette philosophie de l'un à son sommet, c'est Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, on étudiera ça. Et donc, là, nous restons au XXe siècle avec les philosophes de la différence, du différé, hein, Derrida, un différé. Il n'y a qu'un différé, qu'une division, puisque nous sommes dans le non-un. Le non-un, c'est quoi? C'est la non-indivisibilité. C'est donc la divisibilité. Nous sommes donc dans un monde où tout se divise sans que rien n'arrête cette division. C'est pourquoi Aristote disait anankestenaï. Hein, on ne peut pas aller jusqu'au bout, indéfiniment dans la division, parce que on tomberait dans le non-sens. Et en effet, c'est seulement l'être qui est un et individu qui permet de stopper cette division. Donc il faut bien se heurter à la res qui résiste, et qui est l'être un, indivisible de la chose, de l'individu, parce que l'être, c'est un individu, et on verra comment la question qui se pose à nouveau, qui fait qu'on rebondit, c'est que comment se peut-il qu'il y ait une multiplicité d'êtres, cette multiplicité d'êtres, une multiplicité réelle de substances individuelles, et dont il faudra comprendre le statut. Il faudra comprendre le statut. Parce que, justement, le danger, c'est de considérer le monde multiple à la lumière d'une unité, comme fera Nicolas de Cuse, avec une cohérence, alors là, extraordinaire, mais qui remet en question l'être, c'est que pour lui, le monde multiple fonctionne, si on peut dire, comme un miroir brisé. Dans chaque éclat de ce miroir brisé se reflète l'unité, l'un, le soleil de l'un, ça veut dire. Et donc cette unité qui se reflète dans chaque éclat se répète dans les éclats. Et donc on peut comprendre qu'il n'y a pas de division, mais une répétition de l'un, répétition et différence de Deleuze. Mais nous sommes dans un monde qui n'est pas, parce que l'un n'est pas. L'un n'est pas. Et donc le statut de multiple ici, c'est pas la multiplicité d'un monde réel, mais virtuel, de reflets inconsistants, puisque c'est le reflet de l'un qui n'est pas, l'un sans l'être. Bon, on y reviendra. Alors, je disais cela pour aller vers la conclusion. Je voulais donc montrer que, justement, on ne peut pas aller indéfiniment comme ça dans la division. Et le problème, en effet, qui s'était soulevé, par exemple, avec un Démocrite, avec les atomistes,
et même pour la physique scientifique, pas métaphysique, mais la physique rejoint des problèmes métaphysiques. Bon, elle pose des problèmes. La science pose des problèmes philosophiques, mais qu'elle ne peut pas résoudre en tant que science. Ça, on verra ça. Pourquoi? Parce que la division, c'est le fruit du calcul, de la mesure. C'est pas le statut ontologique du réel est réduit à la mesure, au calcul, aux chiffres. Aux ifres en arabe, ça veut dire zéro, au néant. On ne tient compte que du quantifiable. Or, le quantifiable, c'est un accident de la substance pour l'aristotélisme. C'est un accident, mais c'est un accident ici sans substance. On ne tient compte que de la quantité, c'est-à-dire que du mesurable. Et le réel substantiel est tout à fait subtilisé, si on peut dire, noyé dans le chiffre, anéanti dans le zifre, dans le zéro. Et donc, la science nous parle-t-elle du réel? L'être, la science, n'est-elle pas muette sur le mystère de l'être? C'est encore un problème que la science retrouve ici. Est-ce que l'appréhension de l'être, l'appréhension de la chose, du réel, comment y accède-t-on à ce réel, à l'être de ce qui est? Et donc on va ici poser des questions vraiment existentielles même, puisqu'il s'agit de savoir si nous-mêmes sommes réduits à du quantifiable, du mesurable, à du comptable au sens on coûte quelque chose. Et donc il s'agira de bien saisir cette distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est, entre l'essence et l'être, entre l'un et l'être. Car dans cette perspective plotinienne d'une philosophie de l'un, tout ce qui est un dégradé, une division, un rejet hors de l'un, et donc de trop pour l'un. De trop. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'ajoute à l'un divise l'un, multiplie l'un, détruit son unité en s'ajoutant à l'un. Et c'est pourquoi l'être, n'est-ce pas, est de trop, pour parler comme Sartre. L'être est de trop pour l'éternité, pour la pureté de l'un. Et l'être doit dégager. Socrate doit être condamné à mort, disparaître. Et alors, Heidegger a cette formule incroyable, nichts, nichtet. Le rien anéantit, quoi. Le néant néantise. C'est-à-dire que l'un anéantit tout ce qui s'approche de lui, parce qu'il le rejette. Vous voyez un peu le sens de l'existéré ici, le sens que va prendre l'existéré, c'est qu'en effet, c'est un rejet. L'existence est un rejet qui est en même temps quelque chose qui est repoussé, qui est rejeté. Qui est rejeté. L'un rejette tout ce qui s'approche de lui. C'est extraordinaire. Et donc, il n'y a pas ce mouvement de retour dans l'un, où tout s'anéantirait dans l'un ici. Il n'y a pas un retour où tout s'anéantirait dans l'un, et on pourrait parler aussi. Ici, il y a la mystique rhénane, et Heidegger peut être tenté quelque part par cette mystique rhénane de Maître Eckhart. Mais peut-être faudra-t-il voir que chez lui, l'un n'est pas ce en quoi tout s'anéantit par une sorte d'attrait, où tout vient dans l'un s'anéantir comme dans le trou noir de l'univers, ça veut dire. Mais l'un repousse plutôt, rejette. Et donc c'est pourquoi il y a une ambiguïté de la pensée heideggerienne qu'il faudra mettre en avant sur ce rapport justement au rien, parce que l'angoisse soit l'expérience du néant, c'est pas possible. Comment peut-on expérimenter ce qui n'est pas? Non, ce qui angoisse dans l'angoisse, comme dit Heidegger, c'est le fait d'être un étant qui justement se rend compte qu'il va cesser d'être, qui ne sait pas d'où il vient, quoi. Il surgit comme ça le temps de disparaître, quoi. C'est pourquoi donc l'angoisse, n'est-ce pas, c'est l'expérience qui nous permet non pas de faire expérience du néant,
mais qui me fait l'expérience du néant à travers le fait que je suis en train de m'anéantir. Parce que le néant néantisse. Voyez, donc, bon, vous voyez, voilà, aujourd'hui, dans cette petite introduction un peu, j'allais dire brouillonne, mais peut-être sont partis apparemment dans tous les sens, mais non, à vrai dire, il y a une continuité, une logique dans tout cela. Vous allez réfléchir un peu à tout cela, essayez de voir déjà, peut-être pour les prochaines séances, les deux, je vais vous envoyer ça peut-être, sur les présocratiques et le poème de Parménide, je vais vous l'envoyer, et puis sur Husserl et Heidegger. Je fais aussi deux séances là-dessus, que vous verrez. Je vous